De m'avoir proposé de participer à cette journée. Je suis reconnaissante au professeur Belli de vous avoir communiqué la présence de mes recherches sur la famille d'Estrées. Donc je vous évoque le cardinal d'Estrées sous son angle de négociateur. Le cardinal d'Estrées, donc la négociation du cardinal d'Estrées et en particulier la dernière ambassade du cardinal d'Estrées auprès de Philippe V à Madrid, donc, et vous proposez par là même une mise en perspective de la carrière d'un négociateur. Le cardinal d'Estrées rejoint Philippe V, qui est le petit-fils de Louis XIV et qui est devenu roi d'Espagne. Donc César d'Estrées rejoint Philippe V à Milan le 17 octobre 1702. Le roi d'Espagne met fin alors à une campagne militaire et s'apprête à reprendre la route pour Madrid. César d'Estrées débute sa mission auprès du petit-fils de Louis XIV au cours de ce voyage de retour. Envoyé en Espagne en qualité d'ambassadeur extraordinaire, César d'Estrées se voit en réalité confié par Louis XIV le rôle d'un premier ministre officieux auprès du roi d'Espagne. Il est chargé de conseiller un jeune roi inexpérimenté de 19 ans, confronté à de nombreux défis politiques et économiques, auxquels s'ajoute une coalition européenne dirigée contre la France et l'Espagne. Au terme d'une expérience diplomatique de plus de 37 ans, la dernière ambassade du cardinal d'Estrées fut sans aucune mesure avec celle qu'il mena jusqu'alors. De cette ambassade, l'historiographie a retenu la lutte fratricide menée entre les clans d'une même nation à la cour de Madrid. Plusieurs mois de violentes confrontations entre la princesse des Ursins et le cardinal d'Estrées auront raison de cette ambassade. César d'Estrées quitte Madrid le 11 octobre 1703. Proposer un bilan de la carrière diplomatique du cardinal d'Estrées à l'issue de cette mission espagnole désastreuse peut paraître surprenant. Il est néanmoins intéressant de l'étudier sous un nouvel angle. L'intérêt des négociations de César d'Estrées réside dans le contexte politique et diplomatique dans lequel elles se sont déroulées. Il convient aussi de saisir sa position atypique au sein de la cour et du gouvernement espagnol. En 1702, Louis XIV fait donc appel à César d'Estrées en étant persuadé que ce dernier exercera sa mission, je cite, avec le même zèle et avec la même fidélité dont il a toujours donné des marques dans les importants emplois que Sa Majesté lui a confiés, et elle s'attend à tirer encore plus d'utilité de ses lumières dans celui qu'elle lui donne présentement. Alors, on a déjà eu une présentation assez complète de César d'Estrées, mais j'ajoute que César est issu d'un lignage de négociateurs réputés. Il a d'ailleurs une forte conscience de la renommée de son lignage. Son arrière-grand-père, Jean Babou de la Bourdésière, son grand-père maternel, Philippe de Béthune, et son père, François Hannibal Ier, furent ambassadeurs et eurent des missions diplomatiques importantes à Rome notamment. Donc, de par sa famille, sa fortune et son érudition, César d'Estrées est le candidat parfait pour des missions diplomatiques. Je ne peux revenir sur l'ensemble et sur le détail de toutes ces missions, je vous les énumère rapidement. La première mission diplomatique qui lui est confiée, c'est celle de négocier le mariage de ses cousines avec le duc de Savoie d'une part et le roi puis le régent du Portugal. Ensuite s'enchaîneront des négociations à Rome, coupées par des missions à Turin, à Munich, encore de nombreuses négociations à Rome et dans les États italiens, et enfin cette mission espagnole tout à fait atypique. Le portrait du cardinal d'Estrées nous a déjà été évoqué par cette citation de Saint-Simon. J'ajoute cependant, j'en ajouterai quelques-unes, qui est ce négociateur de 74 ans qui arrive à la cour d'Espagne. Il faut déjà savoir que le roi estime énormément les missions du cardinal d'Estrées, même si elles n'ont pas toujours été auréolées de succès.
Le diplomate Denis de la Haye-Vantley, qui travailla avec lui à la cour de Munich, soulignait déjà en 1677 la qualité, l'éloquence, les lumières et les connaissances de son éminence. Le diplomate Spanheim, qui le rencontra en 1690 à Versailles, fut marqué par son esprit vif, fort et pénétrant. Et son neveu, l'abbé d'Estrée, souligne qu'en société, le cardinal parle avec tout le monde, avec feu et activité. Néanmoins, sa hauteur et sa fermeté dans les affaires ne font pas l'unanimité. Primi Visconti note que son éminence avait un talent naturel pour brouiller les choses. Il soulevait partout des contestations. Ainsi avait-on coutume de dire de lui qu'il allait à Rome ou ailleurs, non pour faire les affaires du roi, mais pour créer des affaires au roi. Donc son plus beau portrait est en effet réalisé par le duc de Saint-Simon. Je ne reviens pas dessus. Je souligne néanmoins que le duc de Saint-Simon ajoute dans ses mémoires que le cardinal était quelquefois haut et quelquefois colère. Voilà le portrait de ce cardinal qui, en fin de carrière, va soutenir les actions du jeune Philippe V. Il semble que Louis XIV ait décidé d'envoyer secrètement César d'Estrée auprès de Philippe V dès juillet 1702 pour remplacer le comte de Marsin qui avait demandé son rappel en France. Les difficultés du royaume d'Espagne sont telles que Louis XIV, je cite encore, croit y devoir employer le sujet le plus capable qu'il ait dans son royaume. César d'Estrée est nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire. Il faut savoir que dès novembre 1702, le roi lui accorde 12 000 livres pour le premier quartier d'avance de ses appointements, en qualité d'employé pour les services du roi d'Espagne, et 16 000 livres pour son ameublement en Espagne. Ce sont déjà des sommes assez confortables et qui montrent aussi la prestance de ce prince de l'Église, puisqu'on lui accorde un ameublement déjà assez coûteux. Donc la mission du cardinal commence donc pendant ce voyage entre Milan et Madrid. Le cardinal arrive à Milan le 17 octobre 1702. Il est malade. Pour tout vous dire, il a des calculs rénaux. Louis XIV prend l'affaire très au sérieux. Il veut absolument que ce soit le cardinal d'Estrée qui négocie à Madrid. Donc Louis XIV décide d'appeler l'abbé d'Estrée, son neveu, auprès du cardinal pour l'aider dans la réalisation de sa mission. Donc l'oncle et le neveu se retrouveront au cours du voyage. Ils se retrouvent à Nîmes le 6 décembre. Alors, qui est l'abbé d'Estrée ? Alors, je précise qu'il y a 3 d'Estrée dans la famille d'Estrée. L'abbé Jean d'Estrée est le fils cadet du comte Jean d'Estrée. C'est l'amiral d'Estrée, le vice-amiral d'Estrée. Jean d'Estrée a déjà eu une ambassade extraordinaire au Portugal de 1692 à 1697, et donc il connaît déjà parfaitement les affaires espagnoles. César, lui, a déjà eu l'habitude de négocier en famille, puisqu'il a eu cette ambassade avec son frère François Hannibal II de 1672 à 1687, et ils avaient travaillé en parfaite intelligence. Or, les relations entre l'oncle et le neveu semblent plus ambiguës. Âgé de 36 ans, l'abbé Jean d'Estrée est un fin courtisan et habile négociateur. Nourrit-il dans cette mission auprès de son oncle d'autres ambitions ? L'abbé a-t-il proposé de remplacer le cardinal si la santé de ce dernier l'en empêcherait ? Une lettre secrète datée du 25 novembre 1702 entre l'abbé Jean et le marquis de Torcy, secrétaire d'État aux affaires étrangères, le suggère. Alors je vous montre un portrait de l'abbé Jean d'Estrée. Le ministre répond à l'abbé Jean suite à une proposition qui lui a été faite. Le marquis de Torcy lui répond « Je m'imagine que le roi fait une différence dans la bonne opinion qu'il a de vous, qu'il vous croit bon ambassadeur et qu'il est retenu, lorsqu'il songe que celui qu'il enverra en Espagne doit avoir toute la profondeur et toute l'expérience d'un Premier ministre très habile. » Il est donc bien clair que l'abbé d'Estrée n'aura qu'un rôle de second auprès de son oncle. Alors, quelles sont les affaires gérées en Espagne, gérées par César dans un premier temps au cours du voyage
vers l'Espagne. Donc de novembre 1702 à janvier 1703 à peu près. Alors je remets en place le contexte politique de l'époque. Donc depuis 1701, la guerre de succession d'Espagne avait incité un rapprochement inédit entre les cours de Versailles et de Madrid contre la coalition de l'Empire, des Provinces-Unies et de l'Angleterre. L'accession du petit-fils de Louis XIV au trône d'Espagne modifia les rapports entre Madrid et Versailles. Les relations entre les deux couronnes représentaient pour Versailles un défi allant bien au-delà d'une traditionnelle alliance diplomatique. Louis XIV prit une part active dans l'administration des États espagnols. Il y a une véritable ingérence du roi de France dans les affaires d'Espagne. Le cardinal d'Estrée devient un premier ministre officieux, bien plus qu'un ambassadeur. Sa manière de gérer les affaires, pourtant, elle ne varie pas par rapport à son habitude diplomatique. Elles sont plus étendues pour lui, c'est tout. Sa correspondance diplomatique montre son aisance dans le traitement des dossiers. Il a su mettre à profit les 2 mois du voyage entre Milan et Madrid pour connaître en profondeur les affaires espagnoles. Il opère une passation de pouvoir en bonne intelligence avec le comte de Marsin, ambassadeur depuis 1701, et se rapproche habilement du confesseur jésuite de Philippe V, le père d'Aubenton, qui a la confiance du roi d'Espagne. Alors, point très important dans les affaires espagnoles, César d'Estrée assiste à tous les despachos qui se déroulent pendant le voyage. Le despacho, c'est une sorte de conseil privé du roi qui prend une importance très importante sous Philippe V, et Louis XIV a fait en sorte que tous ses ambassadeurs, à partir de 1701, participent au despacho. Donc on voit bien le mélange des genres, un ambassadeur qui assiste à un conseil privé du roi. Donc ainsi, l'ambassadeur de France est à la fois le représentant du roi très chrétien, mais aussi placé à l'égal des ministres du roi catholique. La position prépondérante des ambassadeurs de France dans le conseil du despacho explique l'étendue de leurs instructions, qui sont d'ailleurs plus à lire comme un programme de gouvernement, mais aussi l'attitude belliqueuse de l'ancienne noblesse espagnole qui se dressa contre nos ambassadeurs. C'est pourquoi les premiers ambassadeurs de France en Espagne ne purent se maintenir que quelques mois à Madrid. Quelles sont les affaires espagnoles gérées par César au cours de ce voyage ? L'un des premiers grands sujets qui s'impose à César est celui des conséquences liées au désastre de Vigo. Le 23 octobre 1702, les galions espagnols qui reviennent du Mexique furent attaqués par une flotte anglo-hollandaise dans la baie de Vigo. C'est une véritable catastrophe pour l'Espagne. C'est une catastrophe économique, le chargement représentant les principales ressources que l'on l'attendait pour le royaume. Donc une partie des biens fut néanmoins sauvée, et c'est là qu'intervient César. Il doit négocier la répartition des biens. Donc il négocie cette répartition entre l'Espagne, évidemment, qui a besoin de lever des troupes face à la situation européenne, et aussi la France, puisqu'il faut la rembourser des dépenses engagées. Et on doit aussi se préoccuper des particuliers qui, eux, ne recevront que l'intérêt de leur argent. Donc cet événement montre le fort investissement français dans le commerce extérieur de l'Espagne et la nécessité de réformer les troupes et la flotte espagnole. Donc César intervient aussi pour la formation d'un corps de troupes en Espagne. Il se soucie même de l'habit des troupes et il privilégie le commerce français en recommandant des tailleurs à Perpignan au cours du voyage de retour. Alors, il y a une grande réforme financière qui est confiée à Jean Ory. Et de retour de France, donc Jean Ory était en France, il revient en Espagne et il rejoint la suite de Philippe V lors de ce voyage. Et pendant 6 heures de trajet, il rend compte de la situation au cardinal d'Estrée. Donc César a su gagner la confiance du roi pendant son voyage entre Milan et Madrid. Il a su gagner la confiance, du roi d'Espagne. Il l'aide notamment à vaincre sa timidité, mais l'arrivée en Espagne va constituer un second tournant dans le caractère de cette mission. Donc voici les souverains espagnols, Philippe V et son épouse Marie-Louise de Savoie.
La suite de Philippe V arrive à Madrid le 17 janvier 1703. L'entourage de Philippe V subit les conséquences de la coupure du voyage en Italie. Deux clans se retrouvent à la cour de Madrid. Celui qui avait assuré la régence auprès de la reine Marie-Louise de Savoie, en premier lieu la princesse des Ursins, ainsi que le cardinal Portocarrero et Jean Horry. Et un second clan va se former autour de l'ambassadeur qui faisait figure de contre-pouvoir. Donc autour de l'ambassadeur, on retrouve le clan français, la maison française de Philippe V, notamment Louville, et puis on retrouve aussi le père d'Aubenton et donc cette maison française. L'enjeu du nouvel ambassadeur de France était donc de gagner une place perdue face à la princesse des Ursins. Qui est cette princesse des Ursins? Le cardinal d'Estrées retrouve en fait une vieille connaissance, la princesse des Ursins, qui est autre que Marie-Anne de la Trémouille, avait connu César dans sa jeunesse. Elle avait notamment fréquenté l'hôtel d'Estrées. Elle fut mariée à Blaise de Talleyrand-Chalais et le couple s'était exilé en Espagne après une affaire de duel. Veuve, elle s'installa à Rome où elle dut son ascension dans l'aristocratie romaine grâce à l'ambassadeur de France, François Hannibal II, et à son frère, le cardinal d'Estrées. Et elle réussit à épouser en 1675 le prince italien Flavio Orsini, duc de Bracciano, francisé en Ursin. De nouveau veuve, elle est nommée le 27 août 1701 Camarera Mayor de la jeune reine d'Espagne grâce à l'amitié qu'elle entretient avec Madame de Maintenon. Donc cette charge de Camarera Mayor est une charge importante en Espagne. Elle cumule les fonctions de surintendante, de dame d'honneur et de dame d'atour. Donc la princesse des Ursins avait pris une place de conseillère politique trop importante auprès des souverains espagnols pour céder son influence à un ambassadeur disposant de pouvoirs aussi puissants qu'un premier ministre. Dès octobre 1702, alors même que le cardinal d'Estrées n'est pas encore arrivé en Espagne, elle tente de discréditer sournoisement sa mission. Et lorsqu'elle arrive en Espagne, elle a pour ainsi dire, et si vous me permettez le terme, totalement miné le terrain. Le premier conflit a lieu au palais de Guadalajara à cause d'un incident d'étiquette. Dès son arrivée en Espagne, dès l'arrivée de César d'Estrées en Espagne, la Camarera Mayor demande à César d'Estrées d'obtenir une permission pour entrer dans la chambre de la reine, alors que l'ambassadeur de France a accès dans les appartements du roi d'Espagne sans même se faire annoncer. Donc c'est un premier conflit et c'est le premier objet sans doute d'un mécontentement très important de César d'Estrées. Le deuxième conflit plus important et qui est politique, celui-ci a lieu 3 jours plus tard à Madrid, toujours manœuvré par la princesse des Ursins. Le cardinal Portocarrero, qui est un personnage important que César d'Estrées connaît depuis ses années romaines également, et qui est l'instigateur de la nomination de Philippe V sur le trône d'Espagne. Donc le cardinal Portocarrero refuse d'entrer au despacho en présence du cardinal d'Estrées. Et comme le cardinal d'Estrées ne peut siéger seul avec le roi pour ne pas mécontenter la noblesse espagnole, eh bien le despacho est suspendu pendant quelques jours. Le César est obligé d'y renoncer, évidemment, et c'est un premier grand échec pour sa mission. Donc tout le parti français est en ébullition. Louville résume ainsi la situation. Madame des Ursins vient de ruiner en 3 jours ce que nous avons tenté d'établir en 2 ans. Dès lors, de multiples dépêches rédigées par Philippe V, qui est la reine d'Espagne, le cardinal d'Estrées, l'abbé d'Estrées, Louville et la princesse des Ursins arrivent sur le bureau du roi à Versailles et sur le bureau du marquis de Torcy, chacun tentant de défendre son clan. Le troisième acte de ce conflit est encore manigancé par la princesse qui, dans un habile psychodrame, fait savoir à Louis XIV qu'elle souhaite s'en retourner à Rome, les conditions étant impossibles avec le cardinal. En réalité, elle sait parfaitement que le roi ne peut se dessaisir d'elle. Il est préférable de maintenir une Camarera Mayor française qu'une piémontaise qui agirait sous la dictée du duc de Savoie,
ou encore d'une espagnole. Donc le retentissement est grand à Madrid, il est grand aussi à la cour de Versailles, où chacun défend son clan. Le duc de Saint-Simon, le duc de Beauvilliers sont en faveur d'Estrées, et Madame de Maintenon, amie de la princesse, elle reste neutre. Quant au clan Noailles, il est un petit peu entre les deux clans, puisque les Noailles sont liés aux d'Estrées, et ils sont aussi très liés à Madame de Maintenon. Donc, quelle est la position de Louis XIV? Eh bien, il défend son ambassadeur, il sermonne très fermement son petit-fils. Le roi d'Espagne va donc obéir au roi, mais il va en tenir rigueur au cardinal d'Estrées. Donc là, désormais, l'entente entre le cardinal et le roi d'Espagne ne sera plus pareille qu'au cours du voyage milanais. Quant à la princesse des Ursins, elle voit bien qu'elle ne peut avoir le soutien du roi et elle va faire tout pour discréditer de plus belle le cardinal en le traitant de vieux radoteur qui ennuie le roi d'Espagne avec ses vieux contes. Elle n'hésite pas à se plaindre de l'acharnement d'un homme qui est le plus cruel ennemi qui soit au monde. Voilà, enfin, sa correspondance ne fait qu'état de plainte contre le cardinal. Alors, ce sont des conditions difficiles pour régler les affaires. Néanmoins, malgré le conflit, on note que les relations entre les conseillers de Philippe V et le cardinal ne sont pas totalement coupées. Et on note que jusqu'en mars-avril 1703, tout au moins, l'ambassadeur continue de négocier avec le couple royal, avec la princesse, avec Jean Horry et avec le cardinal Portocarrero. Malgré les relations tendues, les relations ne sont pas coupées. Alors comment travaille le cardinal dans ces conditions-là? Donc il va voir les uns et les autres, il négocie avec les uns et les autres, il parle en espagnol d'ailleurs avec le cardinal Portocarrero qui ne connaît pas le français. César rend compte de ses pourparlers à Louis XIV et au marquis de Torcy, et il demande à son neveu d'appuyer les premiers entretiens qu'il a avec les différents conseillers du roi. Donc en quelque sorte, l'abbé d'Estrées confirme et réaffirme les négociations de son oncle. Donc l'oncle et le neveu logent dans une même maison à Madrid et disposent de plusieurs secrétaires d'ambassade, mais il arrive très fréquemment au cardinal d'Estrées d'écrire de sa main nerveuse et rapide, voilà un exemple de dépêche, à Versailles, à Louis XIV et à Torcy. Donc sa méthode de travail diffère peu de ses autres missions diplomatiques, et comme à son habitude, il tient une bonne table. Tout au long de sa vie, il tient de bonnes tables, et il aime à recevoir, et il fait 3 fois par semaine des aumônes publiques à sa porte pour les pauvres. Il continue ses œuvres auprès des plus démunis. Le conflit avec la princesse des Ursins a évidemment considérablement entravé l'action du cardinal, et au cours de cette ambassade, il aura juste eu le temps de faire aboutir la nomination du duc d'Albe comme ambassadeur d'Espagne en France. Il pourra aussi mettre en place les négociations de transfert de la plupart des Pays-Bas en faveur de l'électeur de Bavière, et il finit de négocier les conséquences du désastre de Vigo. Donc il dispose de l'argent de la flotte et fait promulguer son décret sans même avoir pris l'avis du Conseil des Indes. Donc là, encore une fois, Versailles décide beaucoup, enfin de tout presque dans les affaires espagnoles. Sur le plan économique, le cardinal propose de mettre en place une junte, un conseil entre les Espagnols sur les affaires financières, mais les cabales reprennent. Horry et Louville partent en France exposer la situation au roi en juillet 1703, et César dénonce une machine dirigée contre lui, raillant le grand Horry, qui doit rapporter les faits à Louis XIV. Donc ce dernier, Horry, remporte l'adhésion de Louis XIV sur les projets financiers. Donc dans une longue lettre adressée à Louis XIV le 10 août 1703, le cardinal d'Estrées retrace sa carrière et les conflits survenus lors de son ambassade espagnole. Il demande au roi son rappel en France et lui propose de remettre l'ambassade à son neveu, l'abbé d'Estrées. Néanmoins, devant le péril d'un engagement du Portugal et de la Savoie auprès des coalisés, César propose de rester en place à Madrid pendant 2 mois encore. Jusqu'en octobre, il va rester à
Madrid. Alors, si j'ai encore un petit peu de temps, je vous retrace quelques passages de cette lettre qui est assez intéressante puisqu'elle elle résume sa situation et puis son parcours diplomatique. Donc voici quelques extraits. Sire, j'ai tâché de donner à votre majesté pendant le cours d'une longue vie des marques de tout le zèle pour ses affaires. Dès l'âge de 22 ans, après avoir achevé toutes mes études en Sorbonne, j'ai travaillé sous mon père. Alors, ce sont des petits extraits, ce ne sont pas des phrases entières. Quoique les voyages que j'ai faits en Bavière, à Venise et le dernier en Espagne aient paru extraordinaires, je n'ai pas ignoré et je n'ai pas manqué de représenter à votre majesté les grandes difficultés que je croyais trouver dans ce dernier emploi. J'en avais prévu tous les embarras, mais je n'avais garde d'imaginer que le plus grand, le plus dangereux et le plus irrémédiable de tous serait suscité par une personne que nous avions comblée d'obligations, moi et mon frère, que nous avions servi pour dire ainsi comme une espèce d'orpheline. Donc il parle de la princesse des Ursins. L'état où je me trouve est très violent, mais ce qui se passe au Portugal me fait envisager comme une obligation d'honneur de n'abandonner pas ce pays, au moins pour 2 mois. Ainsi, sire, de ce dernier sacrifice que j'ai fait de si bon cœur à mon roi et à mon bienfaiteur, j'ai négligé mon repos, ma santé et ma vie auprès d'un extrême travail et une infinité de chagrins. Je n'en retirerai que de la honte et de la confusion, à moins que votre majesté ne veuille démentir mes ennemis par quelques marques éclatantes qui prouveraient à tout le monde que son estime et sa bienveillance subsistent également pour moi. Je ne le demande pas dans ma personne, mais dans celle de mon neveu, qui est venu servir votre majesté avec moi. Donc Louis XIV accepte le retour de son ambassadeur par une lettre du 21 août. Comme prévu, César quitte Madrid le 11 octobre. Il prévoit... Alors, il y a plein de petits détails dans ce retour et en particulier, César ne manquera pas d'aller à l'Escorial, qui est très important pour la nation espagnole, et tout ambassadeur doit visiter l'Escorial. Donc il prévoit de faire ce voyage. Il passe par Rochefort lors de son retour en France, puisque Rochefort est un port très important, notamment dans la guerre de succession d'Espagne, sans doute pour en faire état au roi. Et enfin, il arrive à Versailles le 7 décembre 1703. Alors, on voit dans la lettre que je vous ai citée que le cardinal ne voulait pas que cette démission paraisse comme un désaveu ou une humiliation. Elle ne le sera pas parce que Louis XIV l'a toujours soutenu, et la meilleure preuve de ce soutien, c'est ce que l'on avait évoqué tout à l'heure, c'est cette nomination à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui représente beaucoup d'honneur, mais aussi beaucoup d'argent, puisque quand on est à la tête de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Donc il sera nommé abbé de Saint-Germain-des-Prés le 10 avril 1704. Donc en conclusion, les cabales de la cour de Madrid ne sont qu'à l'arrière-plan de la situation politique et diplomatique, mais elles révèlent déjà les premières leçons de cette guerre. La présence d'un Bourbon sur le trône d'Espagne ne génère pas l'union des 2 couronnes souhaitée par Louis XIV. La lutte entre la princesse et le cardinal souligne de manière divergente d'agir dans cette jeune monarchie bourbonienne en Espagne. La princesse des Ursins veilla à accorder une plus grande place aux Espagnols dans le gouvernement, et le cardinal d'Estrées, lui, n'accepta l'ambassade de Madrid que parce qu'elle lui fut présentée comme une sorte de tutelle à exercer sur une grande monarchie et sur son jeune souverain. Sans remettre en cause cette ligne, il ne remet pas en cause cette ligne de conduite. L'historiographie a trop longtemps montré César d'Estrées comme le grand perdant de cette lutte. En réalité, en 1703, César était recouvert de tant d'expérience et de dignité qu'il n'avait rien à perdre en imposant avec autorité les directives de Louis XIV. Et cette gravure qui illustre un ouvrage de Montfaucon montre bien toute la prestance et tous les honneurs du cardinal d'Estrées. Le poème cite d'ailleurs le Tibre et le Guadalquivir de Rome à Madrid. Malgré des échecs certains, le cardinal d'Estrées est auréolé de gloire. Merci beaucoup.